Notre planète. Un corps céleste âgé de 4,5 milliards d'années dont le poids avoisine les 6 000 milliards de tonnes. Notre objectif, la détruire. En nous appuyant sur les dernières découvertes de la physique et des sciences planétaires, nous allons passer en revue les phénomènes susceptibles d'entraîner la destruction totale de notre planète. Les trous noirs. Il peut paraître inoffensif, mais sa force de gravité a le potentiel pour détruire la Terre. Une collision avec le Soleil. Et à terme, la Terre serait engloutie par une boule de feu. Une gigantesque bombe d'antimatière. Une destruction globale. La chute d'une énorme météorite. Il valait mieux ne pas se trouver ici, il y a 50 000 ans. Ou peut-être une armée de robots autoreproducteurs. C'est un cauchemar issu de la science-fiction. Ces scénarios peuvent paraître improbables, mais ils puisent leur source dans des faits scientifiques avérés. Notre planète est extrêmement résistante. Depuis sa formation, il y a 4,5 milliards d'années, elle a survécu à toutes les agressions de l'univers. Cependant, conscients de la puissance des technologies que nous avons développées au cours des dernières décennies, certains redoutent que nous ne détruisions littéralement la Terre. Le moment est venu de découvrir si ces craintes sont justifiées. 6 grands scientifiques vont donc faire la lumière sur les menaces réelles de destruction de la planète. La première de ces menaces est un trou noir, la force la plus dévastatrice de l'univers. Les trous noirs naissent à la suite de l'effondrement d'une étoile sur elle-même. Lorsque le phénomène se produit, il engendre une force de gravité à laquelle rien ne peut échapper, pas même la lumière. La puissance d'un trou noir provient de sa densité. Plus on se rapproche de son centre, plus l'attraction gravitationnelle est intense. Imaginons que les chutes du Niagara sont un trou noir et que l'eau qui s'engouffre par-dessus la falaise correspond à l'espace-temps. Ce kayakiste s'est rapproché trop près du gouffre, comme une étoile d'un trou noir. Phil Plett, astronome, nous explique le phénomène. L'eau qui chute au-dessus de la lèvre se comporte comme l'espace, happé par un trou noir. Et si vous êtes en kayak, quelle que soit la puissance de votre coup de pagaie, vous ne pourrez plus remonter le courant une fois que vous aurez basculé dans le vide. C'est un point de non-retour, exactement comme dans un trou noir. Quoi que vous fassiez, vous serez aspiré. La gravité d'un trou noir est fondamentalement différente de celle à laquelle nous sommes généralement soumis. En théorie, nous pouvons échapper à la gravité normale. Le professeur Lawrence Krauss est cosmologue et amateur de golf. Tout ce qui monte finit par redescendre. Ce n'est pas toujours le cas. Si je frappe bien cette balle de golf, elle ira loin, mais elle retombera toujours. Si je frappe plus fort, elle ira plus loin, mais elle retombera toujours sur le sol. Mais si je parviens à lui donner une vitesse de 8 km par seconde, elle échappera au champ gravitationnel de la Terre. Mais pour que la balle de golf échappe à un trou noir, il faudrait qu'elle dépasse la vitesse de la lumière, ce qui est tout simplement impossible. Ce qui entre dans un trou noir
qu'il s'agisse de planètes ou d'étoiles, n'en ressort jamais. Notre petite Terre n'échapperait pas à la règle. Si l'on cherchait à détruire notre planète, les trous noirs seraient un moyen efficace. L'inconvénient, c'est que nous n'en avons pas sous la main, à moins d'en fabriquer un. C'est à ce stade que les accélérateurs de particules entrent en jeu. Grâce à une formidable prouesse scientifique, les physiciens disposent désormais d'une gigantesque machine capable de générer des collisions à l'échelle de l'atome. La puissance délivrée par ces explosions est suffisante pour créer des trous noirs microscopiques. Le dispositif est installé du côté de Genève, dans les sous-sols situés à proximité de la frontière franco-suisse. Les scientifiques du CERN accélèrent des particules subatomiques autour d'un anneau et provoquent des collisions à des vitesses proches de celles de la lumière. L'expérience a pour but d'étudier le Big Bang. La puissance des impacts permet d'obtenir des particules qui étaient présentes dès les premiers instants de l'univers. Certaines d'entre elles pourraient engendrer de minuscules trous noirs. Mais cela ne signifie pas que notre planète est condamnée. Car en théorie, ces micro-objets sont censés s'évaporer comme des bulles de savon. Pour détruire la Terre, il faut un trou noir bien plus grand. Les trous noirs ont des tailles très variables. Par exemple, le centre de notre galaxie abrite un trou noir d'1 million de masses solaires. Si vous prenez la masse de notre Soleil et que vous la comprimez au point d'en faire un trou noir, celui-ci aura les dimensions d'une ville américaine comme Phoenix. Plus près de nous, cette montagne d'environ 1 million de tonnes donnerait un trou noir plus petit qu'un simple noyau atomique. Dans ce vaste ordre de grandeur, certains trous noirs peuvent causer d'énormes dégâts. Pour détruire la Terre, il faudrait un trou noir d'une masse sensiblement équivalente à celle de notre planète. Le diamètre de la Terre est d'environ 12 700 km, mais un trou noir de masse équivalente serait grand comme une bille. Le professeur John Clifford est physicien. Voici un trou noir de la taille d'une bille. Il peut paraître inoffensif, mais sa gravité est assez puissante pour détruire la planète Terre. Dans un premier temps, il commencera par aspirer lentement la matière, et ce faisant, sa taille va s'accroître. Le trou noir va continuer à se développer et finir par engloutir toute la planète. Afin de comprendre ce que cette bille pourrait faire à la Terre, voyons d'abord comment elle agit sur notre physicien. La force de gravité exercée est beaucoup plus importante du côté de l'objet le plus proche du trou noir. L'influence de cette force contraint l'objet à s'étirer comme un spaghetti avant d'être englouti par le trou noir. Voici ce qu'un trou noir de masse suffisante pourrait faire subir à notre planète. Il est impossible qu'un accélérateur de particules, aussi grand soit-il, engendre un phénomène d'une telle puissance. Pour détruire la Terre, il nous faut trouver un trou noir déjà constitué. Selon les astronomes, notre galaxie abriterait une dizaine de millions de trous noirs. Si l'un d'entre eux s'aventurait dans notre voisinage, il pourrait anéantir notre planète. Les télescopes de nos observatoires terrestres ne le détecteraient même pas. Nous ne remarquerions sa présence qu'à travers les inondations et les séismes que déclencherait sa puissante gravité. Tandis qu'il plonge dans notre atmosphère, le trou noir agit comme un gigantesque aspirateur, engloutissant la matière avec une force 1500 fois supérieure à celle de la gravité terrestre.
Progressivement, notre planète se déforme. La surface du globe se dilate et se déchire. Puis survient la phase finale. Le trou noir s'avance inexorablement, vaporisant la matière au fil de sa progression. Dans un tourbillon infernal, il dévore la planète de l'intérieur. Son orbite interne ralentit progressivement, puis il descend en spirale jusqu'au noyau de la Terre et finit par dévorer la planète entière. Toute trace de Terre a disparu. Il ne reste que le trou noir. C'est une fin tragique, mais fort heureusement, ce scénario est plus qu'improbable. Puisque les trous noirs ne sont pas la solution, explorons d'autres pistes. Un moyen efficace de détruire notre planète serait de modifier la distance qui la sépare du Soleil. Si l'on rapproche la Terre de notre étoile, elle cuira sous l'effet de la chaleur. Si on l'éloigne, elle gèlera et nous connaîtrons une nouvelle ère glaciaire. Les scientifiques ont récemment découvert qu'il serait possible de déplacer une planète entière. Le principe est le même que celui qui est utilisé pour propulser les sondes spatiales à travers le système solaire. La planète Terre pourrait bien être à quelques orbites calculées d'une mort par calcination. Mais qu'est-ce qui pourrait incinérer une planète entière? La réponse? Une fournaise nucléaire d'1,5 million de kilomètres de diamètre. Cela peut sembler absurde, c'est pourtant ce qui va se produire. Ce n'est qu'une question de temps. Avec le temps, l'éclat du Soleil va s'intensifier. D'ici 2 milliards d'années, la Terre sera dans une zone inhabitable. Comme Vénus, elle sera soumise à un redoutable effet de serre. L'eau s'évaporera et la température à la surface du globe frisera les 500 degrés. Pour finir, le Soleil enflera et consumera la Terre, à moins que nous ne parvenions à la dérouter de son orbite pour la sauver des flammes. Une autre approche, plus machiavélique, consisterait à faire le contraire, c'est-à-dire à exploiter l'énergie gravitationnelle d'objets suffisamment grands pour modifier l'orbite de la Terre afin de la rapprocher du Soleil. Facile à dire, mais bien plus difficile à réaliser. Car la Terre pèse 6 000 milliards de tonnes. Déplacer un objet céleste aussi lourd est un véritable défi. Mais il existe un moyen d'y parvenir. L'assistance gravitationnelle. Une technique que les ingénieurs spatiaux utilisent régulièrement. Ce fut le cas pour la sonde Cassini-Huygens, un satellite de la taille d'un autocar, l'un des plus grands jamais construits. Afin d'atteindre la vitesse nécessaire pour se rendre vers Saturne, la sonde a d'abord gravité 2 fois autour de Vénus, puis 1 fois autour de la Terre. Chaque orbite lui a permis d'emmagasiner de la puissance en subtilisant de l'énergie aux planètes. La sonde a donc accru sa vitesse en modifiant à peine la trajectoire des planètes. Ici, le maître mot est énergie. Dans sa course autour du Soleil, notre planète génère de l'énergie. Si nous parvenons à subtiliser cette énergie, l'orbite de la Terre se rapprochera du Soleil. C'est un moyen que l'on peut mettre en œuvre à l'aide d'un astéroïde. En faisant passer un corps de 2 à 3 km de diamètre à une distance adéquate de la Terre, nous subtilisons une partie de l'énergie que notre planète génère au cours de son orbite. L'astéroïde poursuivra sa course et la Terre se rapprochera du Soleil. Mais pourquoi gaspiller l'astéroïde alors que nous pouvons le recycler?
Nous pourrions modifier sa trajectoire et l'orienter vers Jupiter. Si nous faisons passer l'astéroïde à la bonne distance, il transmettra à Jupiter l'énergie qu'il a subtilisée à notre planète, puis reprendra sa course vers la Terre. Nous disposerons alors d'un véritable circuit fermé d'énergie que nous subtiliserons à la Terre pour la restituer à Jupiter. À grande échelle, ce processus pourrait fonctionner avec des milliers d'astéroïdes, chacun d'entre eux contribuant à rapprocher l'orbite terrestre du Soleil jusqu'à ce que la Terre finisse par être engloutie par une boule de feu. Mais il faut d'abord s'emparer d'un astéroïde. Un objet de la taille d'une montagne qui se déplace à 16 km par seconde. Dans un second temps, il faut l'équiper de propulseurs et le lancer sur la bonne trajectoire. Puis répéter cette opération des milliers de fois. Alors, au fil des millénaires, la Terre entamera lentement sa chute vers le Soleil. Actuellement, la Terre se trouve à 150 millions de kilomètres du Soleil. Si la distance se réduit à 110 millions de kilomètres, notre planète deviendra un désert aride comme Vénus. Dès lors, les choses ne feront qu'empirer. Tandis que la Terre entame lentement sa chute vers le Soleil, une série d'événements s'enchaînent qui sonnent le glas de notre planète. L'atmosphère terrestre se réchauffe et se désintègre. Les océans s'évaporent et la Terre ressemble désormais à une comète géante. Mais le pire reste à venir. La gravité du Soleil exerce une attraction si puissante qu'un côté du globe est aspiré. La planète se déforme et s'étire comme de la pâte à modeler. Puis vient la phase au cours de laquelle la gravité du Soleil se fait si intense qu'elle supplante celle de la Terre. Notre planète se morcelle avant d'être pulvérisée. La Terre est morte, mais son fantôme demeure sous la forme d'un anneau de matière qui gravite autour du Soleil. Peter Schulz est géologue, spécialiste des impacts planétaires. Si la Terre se rapproche trop d'une étoile, comme le Soleil, les forces de marée finiront par la déchiqueter. La planète sera littéralement brisée en petits morceaux qui formeront un anneau autour du Soleil. Le Soleil, comme Saturne, disposera de sa propre ceinture de roches et de poussière. Une mort par incinération qui ne laissera qu'un anneau de cendres. Si l'on cherche à détruire une planète, cette méthode peut s'avérer efficace. Mais manœuvrer avec une précision millimétrée des blocs de roche de plusieurs milliards de tonnes filant à des centaines de kilomètres à la seconde n'est pas une mince affaire. Sans compter le temps qu'il faudrait pour rassembler le nombre d'astéroïdes nécessaires. Dans notre volonté de détruire la Terre, nous avons cherché à l'engloutir et à la carboniser. Le moment est venu d'essayer un autre moyen. La bombe à antimatière. Depuis plus d'un siècle, les physiciens s'efforcent de trouver une théorie de la grande unification qui permettrait de faire cohabiter la physique des corps de très grande masse, planètes, étoiles, galaxies, et la physique quantique, qui étudie l'infiniment petit, électrons, protons et quarks. Les différentes théories émises mettent en lumière certains phénomènes particulièrement destructeurs. C'est notamment le cas de l'antimatière. La notion d'antimatière a été avancée dans les années 1920 avant que son existence ne soit détectée dans les années 30. Aujourd'hui, grâce aux grands collisionneurs de particules, nous pouvons créer de l'antimatière. L'ingrédient de base pour déclencher une explosion d'une force inégalable. L'antimatière est la substance la plus explosive jamais découverte. À proportion égale, elle est bien plus puissante que la bombe à hydrogène. Mais l'antimatière n'est pas simple à fabriquer.
ce que nous observons autour de nous jusqu'aux galaxies les plus éloignées est de la matière issue du Big Bang il y a 13 milliards d'années. Mais cette explosion primordiale a également engendré de l'antimatière. Matière et antimatière ont l'air similaires. En réalité, elles sont diamétralement opposées. Lorsque les deux sont présentes, leurs particules s'annihilent. Le cosmologue Lawrence Krauss. Pour chaque particule présente dans la nature, il existe une antiparticule de masse égale et de charge électrique opposée. Lorsque ces particules sont en présence l'une de l'autre, elles s'annihilent et produisent un rayonnement. Une particule livre son maximum d'énergie lorsqu'elle s'annihile avec son antiparticule, parce que toute l'énergie qui provient de sa masse se transforme en rayonnement. À présent, je tiens un proton dans ma main. L'anti-Krauss, en face de moi, tient un antiproton. Nous allons les rassembler pour provoquer une formidable explosion. Annihilation. Toute l'antimatière créée lors du Big Bang s'est désintégrée de la même manière. Si nous voulons utiliser de l'antimatière pour confectionner une bombe, nous devons la fabriquer nous-mêmes. Afin de distinguer matière et antimatière, prenons l'exemple d'une balle de revolver qui transperce une cible. Si je tire sur une cible en papier, la matière correspondra au débris provoqué par le projectile, tandis que l'antimatière correspondra au trou laissé par la balle. Il faut de l'énergie pour créer une paire de particules de matière et d'antimatière. Dans le cas présent, la balle a fourni l'énergie. En réalité, le revolver a servi d'accélérateur de particules, comme celui du CERN à Genève. Ce dispositif le plus important du monde ne se contente pas de créer des trous noirs en parallèle de son activité principale. Les collisions qu'il effectue à des vitesses proches de celles de la lumière font également apparaître de l'antimatière. Si ces particules atteignent une vitesse assez élevée, lorsqu'elles entrent en collision avec une particule de matière, il arrive qu'elles dégagent une énergie suffisante pour créer une nouvelle particule d'antimatière, c'est-à-dire une antiparticule. Le vaste complexe du CERN est entièrement enfoui sous la surface. Les détecteurs de particules ont les dimensions d'un immeuble de plusieurs étages. Tout ce dispositif est destiné à renseigner les scientifiques sur des particules qui ont cessé d'exister quelques microsecondes après le Big Bang. La formidable énergie qui s'est dégagée de cette explosion a créé différentes particules subatomiques de matière exotique, au nombre desquelles figurait l'antimatière. L'univers tel que nous l'observons aujourd'hui est constitué de la matière qui a subsisté après la disparition de l'antimatière. Les accélérateurs de particules sont donc l'unique moyen de fabriquer de l'antimatière. Des protons sont bombardés dans un tube gigantesque et chahutés par de puissants aimants, lesquels servent également à accélérer les protons à une vitesse proche de celle de la lumière. Les faisceaux percutent ensuite un bloc de métal. Pour chaque million de protons qui entrent en collision, on obtient un antiproton. Dans un accélérateur, il faut 1 million de collisions pour obtenir un couple particule-antiparticule. Il est donc très difficile de repérer cette particule d'antimatière. C'est un peu comme si l'on essayait d'isoler une particule dans la vapeur d'eau qui flotte au-dessus des chutes du Niagara. C'est la raison pour laquelle il est si difficile de fabriquer de l'antimatière à grande échelle.
En admettant qu'il soit possible de fabriquer une quantité suffisante d'antimatière, reste à trouver le moyen d'en faire une bombe. Car rien n'est plus instable qu'une bombe à antimatière. Dans un premier temps, il faut élaborer un procédé qui permette de la stocker sans qu'elle entre en contact avec la matière. En cas d'échec, c'est l'explosion assurée. J'ai une quantité d'antimatière au-dessus de ma main. Si elle entre en contact avec ma peau, l'explosion sera redoutable. Le problème, c'est que l'air est également constitué de matière. Tout contact avec l'air entraînerait donc les mêmes conséquences désastreuses. Pour étudier l'antimatière, les chercheurs doivent donc utiliser un réceptacle spécial, ce que les scientifiques appellent un piège de Penning. De puissants aimants maintiennent l'antimatière en suspension dans un espace vide. Pour stocker cette antimatière, je dois la maintenir en lévitation au-dessus de ma main, ce qui m'impose de produire de puissants champs magnétiques qui empêchent les particules chargées de l'antimatière de toucher ma paume. Mais je dois également créer un vide absolu, car la moindre présence d'air dans le réceptacle provoquerait une explosion gigantesque. L'énergie et la technologie requises pour produire ces champs magnétiques et maintenir le vide nécessitent donc la mise en place d'un dispositif aussi imposant que sophistiqué. À l'heure actuelle, la science n'a réussi à produire que 20 nanogrammes d'antimatière, soit le 100 millionième du poids d'une pièce de 5 centimes d'euro. Autant dire que nous sommes loin du compte. Dans cette zone de test de l'Arizona, nous avons disposé l'équivalent en TNT de la charge d'antimatière dont nous disposons. Et si j'appuie, les 20 nanogrammes d'antimatière produisent une belle déflagration, mais le résultat est insuffisant. Pour détruire la Terre, il faudrait disposer de 2,5 milliards de tonnes d'antimatière, soit l'équivalent d'une bombe de la taille du mont Everest, placée dans un gouffre situé à plus de 6500 km sous terre. Si une telle prouesse était réalisable, la déflagration ferait voler la planète en milliers d'éclats. Les fragments de la Terre seraient projetés dans l'espace et perdus à jamais. Si la bombe est un peu moins puissante, les fragments sous l'effet de leur propre force de gravité s'aggloméreront pour former une boule en fusion. Une réplique des événements qui ont accompagné la création de la Terre il y a 4,5 milliards d'années. Un scénario plausible en théorie, à quelques détails techniques près. alors quel problème l'antimatière pose-t-elle? Aucun si l'objectif est de détruire la Terre. L'inconvénient, c'est qu'il faut disposer d'une quantité d'énergie équivalente à celle que le Soleil émet au cours d'une semaine. Nous n'avons pas les moyens de produire de telles quantités d'énergie. Compte tenu de notre rythme de production actuel, il faudrait plus de 13 milliards d'années pour concevoir une bombe à antimatière. Compte tenu de nos connaissances technologiques, la conception d'une bombe à antimatière demeure un projet utopique. Ce qui n'est pas le cas de notre prochaine option, un scénario qui a déjà eu lieu dans le passé lointain de notre planète. L'espace est un environnement dangereux où gravitent toutes sortes de débris, certains pouvant atteindre la taille d'une planète. Les cratères d'impact, comme ceux que l'on trouve sur notre Lune, témoignent de la violence de certaines collisions. Ces astéroïdes peuvent aussi percuter la Terre. La chute de l'un d'eux a entraîné la disparition des dinosaures. Un objet plus volumineux pourrait sans doute anéantir la planète. Le météore cratère dans l'Arizona. Un cratère de 1600 mètres de diamètre et de 200 mètres de profondeur.
Aujourd'hui, la science a les moyens de reconstituer les événements qui se sont déroulés sur ce site il y a plusieurs milliers d'années. Dan Durda est astronome. Il valait mieux ne pas se trouver ici il y a 50 000 ans. Une météorite de la taille d'un immeuble de bureau et composée d'acier, de chrome et de nickel est sur le point de s'abattre dans le désert. L'impact d'une puissance comprise entre 1 et 10 mégatonnes va former le vaste cratère d'1,6 km de diamètre qui se trouve derrière moi. L'impact a détruit une zone de la taille de la ville de New York, dégageant une puissance 600 fois supérieure à celle de la bombe d'Hiroshima. Mais ce n'est pratiquement rien en comparaison de la météorite d'environ 10 km de diamètre qui s'est abattue sur la Terre il y a 65 millions d'années. L'impact a formé un cratère de 160 km de diamètre. Il a signé l'arrêt de mort des dinosaures et détruit une grande partie de la vie sur Terre. Un objet de plus grande taille aurait pu anéantir la planète. Les scientifiques élaborent déjà des technologies destinées à nous protéger d'impacts futurs. L'ironie, c'est que nous pourrions également utiliser ces technologies pour provoquer un impact. L'un des moyens envisagés consiste à envoyer une sonde spatiale à proximité d'un astéroïde. La masse du module exerce une faible influence gravitationnelle sur le corps céleste. La plupart des autres techniques destinées à déplacer les astéroïdes requièrent certaines connaissances sur la composition de l'objet, sur le comportement de sa surface sous l'influence d'un corps étranger, mais nécessitent également de connaître sa forme ou sa vitesse de rotation. La technique du tracteur gravitationnel ne requiert aucune de ces connaissances. La méthode consiste à placer un satellite à côté de l'astéroïde. D'ordinaire, la gravité des deux objets les poussera à s'attirer. Mais dans le cas du tracteur de gravité, nous utilisons les propulseurs ioniques de la sonde. Ce sont des réacteurs que nous savons fabriquer et qui équipent déjà plusieurs vaisseaux spatiaux. Afin de ne pas affecter la trajectoire de l'astéroïde, les propulseurs sont positionnés à proximité des flancs. En temps normal, l'allumage des réacteurs ferait accélérer la sonde. Mais dans ce cas de figure, l'attirance gravitationnelle entre l'astéroïde et la sonde les maintient côte à côte. L'accélération progressive du vaisseau permet alors de remorquer l'astéroïde grâce à la force de gravité. À l'avenir, cette technique permettrait de dévier la trajectoire de l'astéroïde et d'éviter toute collision avec la Terre, à moins que ce ne soit le but recherché. Une autre alternative consiste à utiliser une voile solaire pour dévier la trajectoire d'un astéroïde ou d'une comète uniquement à l'aide de la lumière du Soleil. Afin de mieux comprendre le principe, Dan Durda nous confectionne une comète. Les comètes sont des objets qui croisent à proximité de la Terre. Fabriquons-en une pour voir de quoi elles sont constituées. Prenez de la terre, ajoutez de la neige carbonique, de l'eau et un peu de chocolat. Nous allons mettre un peu de matière organique dans notre comète, car dans le système solaire externe, il y a de l'ammoniac ici et là, que nous allons remplacer par ce produit nettoyant. Voyons si nous pouvons compacter le tout pour obtenir un petit noyau de comète. Le dispositif est complété par une loupe. En concentrant la lumière solaire vers la comète, nous pourrions vaporiser une partie de l'eau présente à la surface. Comme on l'observe sur cette maquette, les jets de vapeur agissent comme des réacteurs artificiels fixés à la comète, lesquels, au fil du temps, contribuent à dévier légèrement sa trajectoire. La puissance de la lumière du Soleil pourrait suffire à dévier une comète de sa trajectoire de collision avec la Terre.
Mais la technique de la voile solaire risque de s'avérer inefficace sur un objet susceptible de pulvériser notre planète. Pour détruire la Terre, notre missile de l'espace doit avoir un certain calibre. Celui de Mars, par exemple. Car dans le passé, le cas s'est déjà produit. Il y a 4,5 milliards d'années, un corps de la taille de Mars a percuté la Terre. Les débris laissés par l'impact ont formé la Lune. Mais si cet objet avait heurté la Terre de front, notre planète n'aurait pas survécu. Afin de mieux comprendre ce qui s'est produit à l'époque, nous nous rendons dans l'un des centres d'essai de la NASA en Californie. Les projectiles qui sont tirés dans ce canon de 4 mètres de long atteignent une vitesse de 6,5 km par seconde, soit 6 fois celle d'une balle de revolver. Le professeur Peter Schultz est géologue. À l'aide de ce canon expérimental, il simule l'impact qu'un objet de la taille de Mars, représenté par ce petit projectile, laisserait sur notre planète lors d'une collision frontale. La chambre du laboratoire de simulation de l'environnement spatial est prête. Peter Schultz effectue les derniers réglages. La maquette de la Terre va-t-elle voler en éclats ? C'est un désastre. Il ne reste plus rien. En cas de collision frontale, la destruction est garantie. La destruction totale dépend de la taille, de la vitesse et de l'angle de percussion de l'objet qui heurte la planète. Plus l'angle est faible, moins il occasionnera de dégâts. Pour détruire la Terre, il faut donc une collision frontale avec un objet gigantesque. Nous savons à présent quel type d'impact est nécessaire pour détruire la Terre. Les comètes et les astéroïdes n'ont pas ce potentiel. Il faudrait donc envisager de placer un objet de la taille d'une planète sur une trajectoire de collision avec la Terre. Ce qui suppose d'acquérir un niveau de technologie que nous sommes loin d'atteindre. Nous pouvons déplacer les astéroïdes et les comètes, mais ce ne sont que de gros cailloux de quelques kilomètres de diamètre. Le problème, c'est qu'il nous faut un objet très volumineux. Un impact avec Mars, qui fait pourtant le tiers de la Terre, ne suffirait même pas à détruire la planète. Il faudrait une planète comme la nôtre, ou comme Vénus. Mais nous ne disposons pas de la technologie nécessaire pour déplacer des objets de cette taille et programmer avec précision leur collision avec la Terre. La destruction de la Terre à l'aide d'un corps céleste n'est simplement pas envisageable. Et si le coup de grâce ne venait pas de l'espace, mais de notre propre planète? La génétique, la robotique, les nanotechnologies. Les chercheurs espèrent que les machines nous ouvriront les portes d'un nouveau monde merveilleux. Les robots ont déjà les capacités d'apprendre, de construire d'autres robots et de coopérer entre eux. Ce pourrait être le début d'une nouvelle ère, mais aussi le commencement de la fin. Pour l'instant, les robots que nous fabriquons nécessitent le contrôle de l'homme. Cependant, la science cherche à développer des machines capables de penser par elles-mêmes, mais aussi de se reproduire. Des robots ayant la faculté de se dupliquer de manière autonome pourrait prendre le contrôle du monde. Le professeur Odd Lipson est un pionnier dans le domaine de la réplication des robots. Imaginons que ce robot soit capable de se dupliquer et que les deux robots obtenus se dupliquent à leur tour et ainsi de suite. L'espace que nous voyons ici serait rapidement occupé par des répliques. Une fois que la première réplique est lancée, le processus devient incontrôlable. Mais commençons par le début. Au laboratoire de robotique de l'université de Cornell, le professeur Lipson et son équipe ont déjà conçu des robots capables d'apprendre, de construire, mais aussi de se fabriquer eux-mêmes.
Voici le premier robot auto-reproducteur du monde. Lorsqu'il dispose des éléments nécessaires, il les assemble pour faire une copie de lui-même. Pour l'heure, il dépend du professeur Lipson et de son laboratoire pour l'alimenter en pièces. C'est donc un robot inoffensif. Pour détruire la Terre, il nous faut développer des automates qui utilisent de plus petits blocs et à terme des atomes individuels. Nous avons essayé de fabriquer des robots à partir de cubes plus petits, de l'ordre d'un demi-millimètre. Ils sont à peine visibles. Ce tube en contient une dizaine. Nous voulons parvenir à ce que ces unités minuscules se combinent entre elles. Plus elles sont petites, plus il leur est facile de se dupliquer. Selon le professeur Lipson, les progrès de la robotique vont révolutionner le design et la fabrication. Mais le progrès engendre toujours une part de danger. En théorie, les machines à l'échelle nanométrique pourraient s'auto-répliquer en échappant à notre contrôle. De la science à la science-fiction, il n'y a qu'un pas. Une masse amorphe prendrait alors le contrôle progressif du monde. Une masse de micro-machines qui étoufferait toute forme de vie. À terme, la matière qui composera ces machines autoreproductrices sera de plus en plus petite. Elles auront l'aspect d'un fluide, d'une substance visqueuse comme celle que l'on voit dans la science-fiction. Les nanorobots autoreproducteurs pourraient donc détruire toute vie sur Terre. Mais pour détruire la planète entière, il faut aller plus loin. Afin de se reproduire, les robots ont besoin d'énergie et de matières premières, en d'autres termes, de nourriture. Plus la nourriture abonde, plus ils peuvent fabriquer de copies. Et la plus grande source de nourriture de notre planète n'est autre que la planète elle-même. Le processus d'autoreproduction absolue est inspiré par la nature. Si nous parvenons à développer une machine capable de s'auto-reproduire en utilisant les ressources de l'environnement comme la nourriture et l'énergie, nous aurons fait un grand pas. Et la ressource naturelle la plus abondante sur Terre est la roche. Un robot auto-reproducteur dont le régime alimentaire serait constitué de roches disposerait de 6 000 milliards de tonnes de nourriture potentielle. Certaines créatures vivantes se nourrissent déjà de roches. C'est le cas des bactéries qui vivent dans la croûte terrestre, jusqu'à plusieurs kilomètres sous la surface du globe. Mais ces dévoreurs de roches sont utiles à la planète. Ils favorisent la formation des terres arables et participent à la chaîne de la vie. Nous avons découvert une succession de bactéries qui grignotent les matières présentes dans la roche. Elles les utilisent comme source d'énergie et comme composants biologiques pour former d'autres molécules. Il existe donc déjà des organismes biologiques dont la fonction unique est de manger de la roche. Des robots autoreproducteurs se nourrissant de roches. Encore faut-il qu'ils disposent de l'intelligence nécessaire car ils doivent coopérer. Le professeur Alan Winfield est roboticien. Il dirige le programme Symbrion, un projet de robotique en essaim inspiré des insectes. Le programme Symbrion est un projet sur 5 ans destiné à concevoir un essaim de robots capable de s'auto-assembler. Une quarantaine de ces entités pourraient alors fonctionner en communauté et se comporter comme un organisme unique. Mais nous devons d'abord trouver le moyen de permettre à ces robots de s'autogérer, afin qu'ils s'assemblent pour constituer un pied, un genou, un capteur ou une partie de cerveau. Ils pourront ensuite collaborer entre eux et permettre à l'organisme de se tenir debout, par exemple, pour marcher. La conception d'essaims de robots est un véritable défi. C'est la raison pour laquelle les chercheurs se sont inspirés des fourmis. Chaque individu est une entité propre qui travaille pour le compte de la communauté. Le fonctionnement de ces insectes pourrait nous aider dans la conception des robots. Ces robots se comportent un peu comme des fourmis, comme une communauté d'insectes. L'étude de ces créatures nous aide à concevoir des systèmes artificiels basés sur les mêmes principes. Ces spécimens ne sont encore qu'un amas de câbles et de circuits.
mais nous pourrions bientôt disposer d'essaims de robots coopératifs. Les fourmis œuvrent pour le bien de la colonie. Les machines travailleraient pour notre bien-être. Et les communautés de robots pourraient manœuvrer dans des environnements inaccessibles aux machines de grande taille. Imaginez une opération de secours disposant d'1 millier de micro-robots. Si certains d'entre eux devaient être détruits ou perdus, cela n'empêcherait pas le reste de la colonie d'accomplir sa mission avec succès. Nous savons déjà fabriquer des robots autoreproducteurs. La prochaine génération sera capable de coopérer. Avec de telles entités, nous tenons peut-être enfin notre destructeur de planètes. Imaginons le calcul suivant. Supposons que chaque robot s'auto-reproduise en une journée. Au bout d'un mois, leur nombre dépasse le milliard. Après une année, ils sont des milliards de milliards. La Terre est désormais recouverte de petites machines qui passent leur journée à grignoter la roche. À terme, la roche disparaît, laissant la place à une gigantesque boule de robots autoreproducteurs. Cette fois, il semble que nous soyons parvenus à nos fins. À moins que, dans notre quête de destruction de la planète, nous avons tenté de la dévorer, de l'incinérer, de la pulvériser, de la faire exploser et de la décomposer. La Terre a prouvé ses capacités de survie. En 4,5 milliards d'années d'existence, elle a affronté toutes les colères de l'univers. Mais une chose est certaine, elle est toujours là.